Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la prof Carole Grier, où je vous propose des vidéos de cours en gestion comptable et financière majoritairement. Dans cette vidéo, on va parler de comptabilité approfondie et d'un point très particulier, très pointu, à savoir la couverture de change, qu'on appelle aussi la comptabilité de couverture, comment prendre en considération les gains de change et les pertes de change couverts par des instruments financiers. Alors pour vous aider dans cet apprentissage, je vous proposerai dans un premier temps de revoir les grands schémas d'écriture de la comptabilisation des gains de change et pertes de change latents et réels, pour ensuite approfondir et voir les différences avec la comptabilité de couverture. Pour être le plus pédagogue possible, je vais vous proposer cela à travers deux applications corrigées. Et puis comme sur la comptabilisation des devises, il est important de vous exercer, je vous propose en fin de vidéo deux exercices que je corrigerai dans une vidéo à suivre. Je vous laisse vous installer, on débute juste après ça. Revenons donc sur la comptabilisation des gains et des pertes de change. Alors on va faire des rappels, on ne va pas tout revoir. Si besoin, je vous mets le lien dans la vidéo et une petite fiche là-haut sur les vidéos de base sur les gains de change et les pertes de change, les achats et les dettes en monnaie étrangère. Mais il s'agit ici de voir vraiment les comptabilisations à l'inventaire et au règlement. Lorsqu'on est à l'inventaire, on va donc évaluer les dettes et les créances au cours de clôture. Et on va se retrouver dans deux situations. Soit les cours ont évolué favorablement et on va avoir un gain de change latent, il sera réel que quand on aura payé, c'est-à-dire qu'on espère un gain de change, soit au contraire, les cours auront évolué de façon défavorable et les dettes et les créances seront plus élevées ou moins élevées, et donc on aura cette fois-ci une perte de change latente. En cas de gain de change latent, on va créditer un compte d'attente, c'est le compte 477, différence de conversion passif. Alors passif, pourquoi? Parce que en fait ici 477, c'est un futur gain de change, donc un futur produit, d'où le compte 477, le 7 représente le produit futur, et un produit se crédite, ça correspond plutôt au bilan, à un passif. Donc le schéma d'écriture est le suivant. Vous allez débiter soit 401, soit 411 en fonction du cas dans lequel vous êtes et vous allez créditer. On a donc dit différence de conversion passif. Je vous rappelle que quand est-ce qu'on va gagner ou quand on sera en simulation de gain, puisque c'est du latent, soit dans le cas où le cours fait que votre dette fournisseur aura été réduite ou au contraire dans le cas où l'évolution des cours conduit à une augmentation de la créance. Votre client vous versera plus. A l'inverse, lorsqu'on est en situation de perte de change latente, on va cette fois-ci débiter un compte 476. Le 6 représente une charge future et donc ça se débite, c'est donc un actif. Le schéma d'écriture est inversé. On va débiter le compte 476, différence de conversion actif, et on va créditer soit 401, soit 411. On est cette fois-ci dans une situation où l'évolution du cours conduit à une augmentation de la dette fournisseur ou au contraire à une réduction de la créance client. Attention, lorsqu'on calculera ce gain de change latent ou cette perte de change latente, on comparera toujours le cours de clôture avec le cours à laquelle la dette et la créance est née, donc le jour de la naissance de l'opération. Toujours à l'inventaire, on va également appliquer le principe de prudence. Ce principe de prudence fait que lorsqu'on a une perte de change latente, on va devoir comptabiliser en avance cette perte future. Donc on va devoir comptabiliser une charge et pour cela, on va passer une écriture de provision pour perte de change. Cette écriture assez classique, c'est le compte 6865, dotation aux provisions financières, et puis c'est le compte Marignan 1515, provision pour perte de change. C'est du coup assez facile à sauver. Enfin, n'oubliez pas, on a passé des écritures dans des comptes d'attente. Il ne faut pas oublier à l'ouverture de l'exercice suivant, alors c'est plus l'inventaire, mais c'est quand même très proche, donc si on clôture au 31 décembre N, on se retrouve au 1er janvier N+1, donc à l'ouverture de l'exercice suivant, on va devoir contrepasser les écritures de gain de change latent et de
perte de change latent. On ne touche pas à l'écriture de provision. Deuxième étape lors du règlement. Lors du règlement, on va avoir donc un paiement. Et quand on va comparer le paiement en euros avec la dette et la créance, on va se retrouver parfois, souvent, avec des différences. Cette comparaison entre le paiement et les dettes et les créances originales vont donner lieu soit à un gain de change. Dans ce cas-là, on va créditer un produit, c'est un gain. Donc, soit un produit à caractère commercial, c'est le compte 756, soit à caractère financier, le compte 766. Donc là, c'est lorsque on nous paye plus que ce qui était dû ou qu'on paye moins que ce qu'on devait. Ou au contraire, on va avoir une perte de change. Dans ce cas-là, c'est une charge, compte 656, si c'est à caractère commercial, ou 666 si c'est à caractère financier. Et donc cette fois-ci, si on a une perte de change, c'est qu'on paye plus que ce qu'on devait ou qu'on nous paye moins que ce que nous devait. Je vous montre le schéma d'écriture dans le cas d'un gain de change. Vous ferez l'inverse dans le cas d'une perte de change. Donc dans le cas d'un gain de change, on a deux situations. Soit on avait acheté et on avait une dette envers un fournisseur et cette dette envers le fournisseur est plus élevée que ce qu'on paye. On va donc compenser la dette fournisseur avec un produit. On a dit gain de change, le compte 756. Donc on solde le compte fournisseur, on paye et on compense par un gain de change. Si on est dans une situation inverse, mais toujours de gain de change, c'est-à-dire que cette fois-ci, on nous doit de l'argent, notre client nous paye, il nous paye plus que ce qu'il nous devait. Et encore une fois, il faut équilibrer l'opération et on équilibre l'opération par un produit qui correspond au gain de change. Alors attention, lorsque on avait des pertes de change latentes, on avait enregistré une provision et il ne faut pas oublier de reprendre la provision existante et donc cette fois-ci opération inverse, 1515 et attention, c'est un compte de reprise cette fois-ci, un compte 7865, reprise aux provisions financières. Ça, c'était des rappels, mais pour être sûr que vous avez bien compris, je vous propose une application. Alors, le 22 octobre, l'entreprise Collant commande 20 000 articles à une entreprise américaine pour 100 000 $. La livraison est prévue le 30 novembre et le règlement en dollars le 15 février N+1. Le 2 décembre, elle reçoit les marchandises, un petit décalage, et la facture qui est liée, et donc on vous donne le cours du dollar. Le 31 décembre, on vous donne le cours du dollar, et le 15 février, le jour où elle paye, vous avez un règlement et donc le cours du dollar. Les questions sont simples, c'est d'enregistrer la facture, les écritures d'inventaire, puis le règlement au journal de l'entreprise Collant. N'hésitez pas à faire pause et essayez vraiment de faire l'exercice, c'est très important sur ce chapitre-là. Vous ne pourrez comprendre que si vous faites vous-même les calculs. C'est toujours très facile lorsqu'on fait un exercice sur les devises de comprendre la correction, ça l'est beaucoup plus de le refaire. Donc prenez vraiment l'habitude, vous faites pause, vous faites l'exercice et nous corrigeons. Donc on va faire en 3 temps ce qui se passe à l'achat, ce qui se passe à l'inventaire et ce qui se passe à la date de règlement. On est à l'achat. En fait, petit rappel déjà, avant l'achat, on a passé une commande. La commande, si elle ne donne pas lieu à paiement, il s'agit seulement d'un engagement hors bilan et ça ne donne pas lieu à comptabilisation. C'est-à-dire que lorsque il y a commande sans paiement, même si l'entreprise subit des risques de change, on ne pourra pas montrer dans la comptabilité l'existence ou le coût de ce risque de change. Le risque de change n'apparaîtra dans la comptabilité dès lors qu'il y a eu un engagement en bilan, ici dès lors que l'entreprise a eu la livraison. Donc ici au 30 novembre, je vais comptabiliser, donc ici je considère qu'il n'y a pas de TVA, je vais donc comptabiliser un achat de marchandises. On a dit que j'avais un achat pour 100 000 $, donc à la date de l'achat, je transforme ces dollars en euros. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'application du principe du nominalisme monétaire, c'est-à-dire qu'on enregistre tout au cours de la monnaie, à la date de l'opération, au cours de la monnaie nationale. Il est aussi connu ce principe-là comme le principe des coûts historiques. Deuxième étape, que se passe-t-il à l'inventaire? À l'inventaire, donc au 31 décembre, on se rend compte que notre dette fournisseur
elle ne vaut plus 75 000, mais elle vaut 77 000. On va donc devoir réévaluer la dette du fournisseur, et en l'occurrence, il va falloir qu'on augmente notre dette du fournisseur pour 2 000. En compensation, on va faire apparaître un écart de conversion actif. Pour vous souvenir, ici, on a un compte de la classe 6. Il s'agit donc d'une perte de change latente. Cette perte de change latente, par application du principe de prudence, doit donc donner lieu à la comptabilisation d'une diminution du résultat. Il s'agit donc de passer l'écriture de provision pour perte de change. Donc on passe une écriture de dotation pour 2000. Enfin, même si ce n'est pas l'inventaire, c'est la réouverture, n'oubliez pas qu'au 1er janvier, l'exercice suivant, on va devoir contrepasser l'écriture liée à la perte de change latente, l'écriture liée aux écarts de conversion. Passons donc maintenant à la comptabilisation des gains et des pertes de change couverts, et on va donc parler de comptabilité de couverture. Alors, partons du principe, expliquons un petit peu de quoi il s'agit. Alors, la définition d'une opération de couverture, c'est une opération financière, on va dire ça comme ça, qui permet de mettre en relation un élément couvert avec un instrument de couverture. Alors, en fait, je vais essayer de faire un schéma, mais je ne suis pas sûre que mon schéma soit extraordinaire. Principe, c'est celui d'une balance. D'un côté, je me retrouve par exemple par une dette en devise, et ma dette en devise peut subir les conséquences d'une évolution de devise. Donc ce que l'on va faire, c'est que de l'autre côté, pour compenser, je vais lui associer un élément de couverture. Et ce qui va être important, c'est cette notion de corrélation, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable, au niveau de la communication et des preuves, de montrer que tel outil financier de couverture a été pris, je me suis engagé uniquement en corrélation avec une dette ou une créance en devise, c'est-à-dire avec une position, on dit, ouverte face au risque. Mais on ne peut pas prendre, par contre, en comptabilité, on ne peut pas prendre un élément de couverture face à plusieurs risques. C'est-à-dire qu'on identifie un élément et on y associe un élément de couverture. Ça va de pair. Et donc le principe, entre autres, de la comptabilité de couverture, c'est de dire cet instrument financier, cet élément de couverture, même si c'est un instrument financier, comme je lui ai associé l'étiquette couverture, je ne vais pas le traiter comptablement
comme un instrument financier, je vais le traiter comptablement comme un complément à ma dette en devise. Voici un petit peu ce qu'il ressort du PCG. Je vous montre un peu après l'article du PCG, mais déjà, voici les 5 grands principes de la comptabilité de couverture. La première chose, c'est qu'on a une prééminence de la comptabilité de l'élément couvert sur l'élément de couverture. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, un principal et un accessoire. Le principal, c'est l'opération qui donne lieu à risque de change. Et l'accessoire, c'est l'élément de couverture. C'est-à-dire que l'élément de couverture vient accessoiriser, vient compenser l'élément couvert. Et donc, l'instrument de couverture ne sera comptabilisé qu'en complément de l'élément couvert. Il faut savoir que cette notion de comptabilité de couverture, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Dès lors qu'on va couvrir un risque, il faudra le comptabiliser comme élément de couverture. Elle doit évidemment être documentée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment démontrer que telle ou telle opération de couverture a été engagée en prévision de tel ou tel risque. On doit rattacher le résultat de la couverture dans le même poste que l'élément couvert. Hein, c'est vraiment cette notion de principal plus accessoire, donc on veut déterminer le résultat de l'opération dans son ensemble, qui est une opération principale plus une opération de couverture. Et enfin, pour les instruments financiers à terme, le montant des contrats constitue des engagements hors bilan et donc seulement une information sera en annexe. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, pareil, je vous remets un petit lien là sur les différentes techniques de couverture de change. On est plus sur de la finance de marché. Et c'est important de connaître ces techniques de finance de marché pour comprendre ce dont on parle et en particulier des instruments financiers à terme. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument financier à terme? C'est si vous engagez aujourd'hui à acheter ou à vendre demain, en l'occurrence souvent ici des devises, à un cours donné. Vous vous engagez, vous avez signé entre guillemets un contrat, mais il n'y a pas de paiement. Dès lors qu'il n'y a pas de paiement en comptabilité, il s'agit d'un engagement hors bilan et donc on ne pourra pas comptabiliser cet instrument financier à terme tant qu'il n'y aura pas eu dénouement. Maintenant, si je complète avec l'article clé du PCG qui parle de ces ajustements des provisions pour risques couverts, ce qu'on appelle aussi des provisions partielles, c'est comme ça que c'est défini dans le PCG. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de connaître l'article par cœur, mais c'est important quand même que vous regardiez la source. Alors, c'est donc l'article 426 du PCG qui dit « Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que précédemment, on a vu que dès lors qu'il existait un risque, une perte de change latente, on passait une provision pour le même montant. Ici, on vous dit, non, en fait, j'ai un principal, certes, j'ai une perte de change latente, mais si cette perte de change latente est compensée par un gain de change latent sur le produit de couverture, alors je vais ajuster le montant de la provision. Et en fait, on ne va provisionner que la partie du risque qui n'est pas couverte. Donc, on a des instruments de couverture qui permettent de tout couvrir et des fois, on choisit de couvrir qu'une partie parce qu'il faut savoir que tout instrument de couverture a un coût et donc, pour limiter le coût, des fois, on ne couvre qu'une partie du risque. Donc, cet article du PCG, évidemment, il est un peu plus complet. Donc, on a les cas suivants. Premier cas. Lorsque l'opération traitée en devise est assortie par l'entité d'une opération symétrique destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation de change, appelée couverture de change, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert. C'est ce que je viens de vous expliquer. On regarde le risque qui reste en compensant l'opération de départ et l'opération de couverture et c'est uniquement le risque de perte latent qui reste, qui sera compensé, entre guillemets, qui donnera lieu à une provision. Deuxième chose, si une opération de devise donne lieu à une perte de change latente, mais que cet instrument est qualifié d'instrument de couverture, alors
on n'aura pas de provision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne passera pas de provision sur un instrument de couverture. Troisième chose, lorsque les opérations ont des termes voisins et que les gains et les pertes de change peuvent concourir à une position globale de change, on ne passera une dotation que pour la différence, enfin l'excédent des pertes sur les gains. Et donc en particulier, on vous précise que on doit examiner l'opération devise par devise, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder des euros avec des yens, des dollars avec des livres, on va raisonner devise par devise. Deuxièmement, si on a d'autres opérations de couverture ou d'autres éléments couverts, ben on les traitera séparément. Troisièmement, il faut que l'échéance des différents éléments soit comprise dans le même exercice comptable. Et enfin, c'est la quatrième, on ne va prendre que des éléments réalisables, donc créances, des dettes, ce n'est pas des éléments conditionnels. Et enfin, on utilisera uniquement cette position face au risque pour la détermination de la provision. Cela ne change pas la comptabilisation des différences de conversion actifs ou passifs. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations. Ce que je vous propose, c'est de voir ça, l'application dans le cas d'une application. On va commencer, vous avez essayé d'analyser la situation. Donc que se passe-t-il? Premièrement, le 22 juin, je passe une commande pour 100 000 $. C'est un engagement hors bilan, il n'y a pas d'enregistrement comptable. Mais dès lors que nous, on a passé commande, on a quand même un engagement, et donc il peut y avoir une évolution des cours de change entre ce 22 juin et le fait que je vais devoir payer au mois de décembre. Donc on est ce qu'on appelle en position ouverte en risque de change. Et comme il s'agit ici d'une dette, on est en position ouverte courte. Hein, je vous remettrai aussi dans le descriptif de la vidéo, une autre vidéo pour vous expliquer la notion de couverture de change en termes d'instruments financiers. Ensuite, le 25 juin, j'achète à terme 100 000 $ pour 72 000 € à échéance du 15 décembre. Par cet achat, je me retrouve en couverture, en position de couverture fermée. En effet, je n'ai plus de risque d'évolution d'échange puisque ces 100 000 $ auxquels je me suis engagée à payer au 22 juin, je sais quoi qu'il arrive, je les aurai au 15 décembre à 72 000 €.
Hein, il y a peu d'évolution possible, je me suis engagée, donc il y a peu de risques. Et encore une fois, ici, cet achat à terme, c'est un engagement hors bilan et il n'y aura pas d'écriture comptable. Le 2 octobre, j'ai la facture, donc je comptabilise mon achat. Je comptabilise mon achat pour 75 000 €, puisque ma dette de 100 000 $ est cotée à 0,75 le dollar. Et enfin, le 15 décembre, je paye 100 000 $. Ces 100 000 $, je les ai achetés dans mon contrat à terme 72 000 €. C'est donc le montant de ma sortie d'argent. Donc, si j'analyse ma situation telle que on me l'explique ici, avec l'instrument de couverture, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je passe commande, je peux valoriser ma commande à 70 000 €. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commandé, quand j'ai négocié avec mon fournisseur, j'avais ma petite calculatrice dans la tête, et quand on me dit 100 000 $, je pensais 70 000 €. Hein, donc, en termes de compétitivité et tout ça, moi, c'est ce à quoi l'entreprise, je réfléchissais. À partir de là, on a dit on est en situation ouverte. Situation ouverte, sauf que, le 2 octobre, j'achète et cette fois-ci, je comptabilise pour 75 000 €. Donc là, on se rend compte que j'ai perdu, entre guillemets, c'est-à-dire que ma dette, elle a augmenté de 5 000 €. Mon raisonnement, mon coût négocié, j'ai négocié, je pensais que 70 000 €, je comptabilise 75 000 €. Donc là, j'ai perdu, entre guillemets, 5 000 €. Sauf que grâce à ma couverture de change, finalement, je ne paye que 72 000 €. Donc j'avais négocié 70 000 €, ça m'a coûté que 72 000 €. Donc j'ai perdu un petit peu, hein, c'est ce qu'on appelle le report, je vous en reparlerai plus tard. Et finalement, j'ai perdu moins que, deuxième situation, si je n'avais pas de couverture. Donc si je n'avais pas de couverture, je n'aurais pas eu l'achat à terme. Deuxième différence, si je n'avais pas eu de couverture, au 15 décembre, j'aurais payé 81 000 €, puisque le cours du dollar au 15 décembre, c'est 0,81. Donc si je fais la même analyse que je viens de faire, au 25 juin, je négocie, et pour moi, je négocie 100 000 $, ça fait pour moi à peu près 70 000 €. Je comptabilise au 2 octobre, là ça ne change toujours pas, j'enregistre dans mes comptes 75 000 €. Et finalement, quand je paye 81 000 €. Donc dans ma comptabilité, j'ai une perte sèche de 6 000 €, hein, qui est la différence entre la comptabilisation ici et le paiement ici. Donc là, j'ai 6 000 €. Mais par rapport à ce que j'avais négocié, j'ai une différence de 11 000 €. Hein, donc oui, il a été intéressant ici de faire une couverture de change, puisqu'on a limité notre risque de change de, on va dire, on était à 0 quand on est en couverture comptablement par rapport à 6 000 dans la deuxième situation. Et dans la première situation couverte où je perds 2 000, dans la deuxième situation, je perds 11 000. Je vous propose maintenant un petit schéma pour vous aider à analyser tous les autres exercices. Hein, l'idée, c'est quand même d'être capable d'analyser toutes les cas de figure. Voici ce que je vous propose. Donc, on reste sur un petit peu une vision financière. On va donc faire une courbe de temps, ici ma courbe de temps, et mes 3 dates clés. La date ici où je prends mon outil de couverture, la date où j'ai ma facture et la date où j'ai le règlement. Donc là, c'est la couverture, là, c'est l'achat, et là, c'est le paiement. Ce qu'il faut être conscient, c'est que dans ma comptabilité, on aura des choses qu'à partir de l'achat. Ça, c'est ce qui apparaît dans la comptabilité. Mais finalement, je ne vais pas arriver ici. Finalement, financièrement, la situation d'ouverture du risque, elle commence dès la commande, donc c'est même pas le 25, ça doit être le 20. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc le 25 juin, j'ai un cours comptant normalement de 0,70. Mais moi, je fais un contrat à terme. Ce contrat à terme, il est à 0,72. Donc le 25 juin, j'ai une dette estimée à 70 000 €, mais finalement, je vais payer 72 000 € au 15 décembre. Le 2 octobre, lorsqu'on enregistre
notre achat, j'enregistre une dette au cours de la date de l'achat, c'est-à-dire à 75 000 euros. Donc on se retrouve ici avec deux différences. D'une part, j'ai une économie entre le cours comptant à la date de clôture et le cours à l'achat. Donc ici, j'avais une dette de 70 000 euros et finalement j'ai une dette de 75 000 euros. Et deuxième chose, j'ai ce qu'on appelle un report, c'est-à-dire une différence entre le cours comptant, j'ai noté CC, et le cours à terme, j'ai noté CT. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, je gagne, entre guillemets, j'économise 5 000, qui est la différence entre le cours à la date d'engagement pour la couverture et la date d'achat. D'autre part, cette économie, elle est limitée par le fait que lorsque j'ai un contrat à terme, généralement, le cours est plus élevé, le cours à terme est plus élevé que le cours comptant. Donc généralement, en fait, ça réduit l'économie de couverture. C'est en fait ces deux éléments-là, l'économie de couverture et le report, qui va donner lieu, entre autres, à des écritures spécifiques, ce que je vais vous expliquer maintenant. Passons donc à la comptabilisation. Donc, petit rappel, au 22 juin, je commande. Il s'agit donc d'un engagement hors bilan, il n'y a pas d'écriture comptable. Au 25 juin, j'ai un contrat à terme. Pareil, c'est un engagement hors bilan, donc pas de comptabilisation. Par contre, on commence la comptabilisation lorsqu'on a la facture. On est donc au 2 octobre. Et donc, classiquement, j'enregistre l'acquisition d'un achat de marchandises par une dette envers un fournisseur. Et principe du nominalisme monétaire, je transforme cette information qui est au départ en dollars en euros. Donc 100 000 dollars au cours du jour, au cours de 0,75 euros, donc 75 000 euros. Toujours à la même date, je m'étais engagé sur de la couverture au 25 juin. Cette couverture a une incidence sur la valeur de mon achat. Je vais donc modifier la valeur de mon achat. Je vais le modifier en deux temps. Premier temps, je vais réduire la valeur en fait de mon achat, enfin je vais augmenter le coût de la valeur de mon achat du report. Je vous rappelle, le report, c'est la différence entre le cours comptant et le cours à terme. Ici, au moment où je fais ma couverture de change, le cours comptant est à 70 000 euros, mais moi je paye 72 000 euros. Donc en fait, le coût de mon opération de couverture de change, le coût de mon instrument, de mon contrat à terme, là, est de 2 000 euros. Ces 2 000 euros viennent augmenter le coût de mon achat. Mais c'est compensé par le fait que le fait de couvrir mon opération me fait économiser et me fait économiser la différence entre le prix à laquelle, enfin la valeur à laquelle j'enregistre mon achat et la valeur à laquelle j'ai couvert cet achat. Au moment où j'ai couvert cet achat, le cours était de 70 000. Au moment où je l'enregistre, il est de 75 000. J'économise donc, je viens donc réduire la valeur de mon achat de 5 000 euros. Alors, petit truc à savoir pour vous aider, c'est la comptabilisation d'un report ou d'un déport. Attention, la comptabilisation du report ou du déport dépend de l'opération qui est sous-jacente, l'opération qui est couverte. Lorsque je couvre une créance et qu'il y a un report, je vais débiter mon compte de trésorerie. Lorsqu'il y a un déport, je vais créditer mon compte de trésorerie. Par contre, en dette, c'est notre cas ici, lorsque j'ai un report, c'est-à-dire que ça me coûte plus cher, je vais créditer le compte 520, alors que lorsque j'ai un déport, ça me coûte moins cher, je vais débiter le compte 520. Voilà, donc ces deux petits carrés là, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre sur votre fiche de révision. On continue, ça va, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours là, accrochez-vous, c'est bientôt fini. On arrive donc au dénouement. Le dénouement, on est donc au 15 décembre, donc il se passe plein de choses au 15 décembre. Première chose, au 15 décembre, j'ai donc le dénouement de mon contrat à terme. Mon contrat à terme me dit, vous récupérez 100 000 dollars, donc ça c'est un compte en dollars, donc en fait ici j'ai 100 000 dollars, mais à la date du 15 décembre, on est toujours en principe du nominalisme monétaire, hein, donc il faut que je donne la valeur de ces dollars, donc ici 0,81, donc 80 000 euros, et ces 100 000 dollars, je les ai payés dans mon contrat à terme, 72 000 euros, ça c'était ce qui est prévu dans mon contrat à terme. C'est le dénouement du contrat à terme, donc je vais solder
le compte d'instruments financiers à terme. Et donc la différence qui va permettre d'ajuster mon opération, c'est une différence d'évaluation d'instruments à terme passifs. Alors attention, ce n'est pas tout à fait le même compte d'attente, c'est le compte 47,87. Mais on retrouve cette notion de passif, on aura un 7, et actif, on aura un 6. Donc ça, c'est le dénouement de mon contrat à terme. Attention, ce n'est pas fini. Il faut que je paye mon fournisseur. Mon fournisseur, je le paye donc en dollars, et donc pour le payer en dollars, je lui verse les 100 000 dollars. Ces 100 000 dollars, on a dit, au 15 décembre, ils représentent 81 000 euros. Ces 100 000 dollars viennent éteindre la dette de mon fournisseur, dette de fournisseur que j'avais valorisée à la date de l'achat, donc au mois d'octobre, 75 000 euros. Et par compensation, je fais apparaître une perte de change sur dette commerciale. Et enfin, dernière étape, attention, ici j'ai un compte d'attente. Ce compte d'attente doit être annulé dès lors que tout est fini. Et donc là, je solde le compte d'attente par un crédit. J'annule aussi la perte de change. Donc finalement, si on regarde, si je prends mon compte 607, j'ai eu un achat de 75 000, un déport de 2 000 et une couverture de 5 000. J'ai donc bien eu un achat qui a été payé le cours qui était couvert par l'instrument de couverture, c'est-à-dire un montant en euros de 72 000 euros. Et là, je me retrouve sans perte de change. Mon compte a été soldé et j'ai soldé les comptes d'attente. Voilà, donc maintenant, ça nécessite un petit peu de travail, de réflexion, d'application. Donc, je vous propose, pour vous aider, 2 applications. Alors, je n'ai pas tout expliqué avec des exercices, mais normalement, vous devriez réussir à vous en sortir. Évidemment, je vous mets une vidéo avec la correction. Ainsi s'achève cette vidéo un peu corsée.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous conseille surtout de la reprendre, d'essayer de refaire les calculs, de bien analyser les opérations. Je pense que sur la couverture de change et pour les opérations monnaie étrangère, il est important de prendre des notes et de faire des schémas. Voilà, je vous souhaite bon apprentissage, bon courage et à très vite dans la vidéo de correction.